200 millions de dollars ont été volés à des centaines de milliers de personnes en à peine quelques mois. Ça, c'est le crime abominable commis par l'une des plus grosses icônes du cinéma, Jordan Belfort dans Le Loup de Wall Street. Et quand on demande à la plupart des gens comment il a fait, on a souvent des réponses du genre « c'était un trader qui arnaquait des pauvres citoyens ». Ce qui est logique, car dans les films du genre, c'est très souvent un groupe d'institutionnels qui organise ce genre de fraude. Que ce soit dans Madoff ou The Big Short, les exemples sont légion. Mais le problème, c'est que Jordan n'a jamais été trader de sa vie. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce possible de ruiner des dizaines de milliers de personnes et des centaines d'entreprises sans être une banque, un trader ou même un géant de Wall Street? Entre manipulation, persuasion et blanchiment, voici le secret derrière l'une des plus grosses arnaques que Wall Street et le cinéma ne nous aient jamais montré. Le film s'ouvre sur une scène mémorable. Jordan, jeune loup en cravate, décroche le téléphone et vend des actions avec une énergie électrisante. L'instinct naturel du spectateur est alors de se dire « Voilà un trader qui maîtrise les marchés, qui analyse, qui prend des positions, qui risque et qui gagne ». C'est l'image que le film projette et elle est complètement fausse. Dans tous les documents judiciaires américains, Jordan Belfort apparaît sous un seul titre, stockbroker, c'est-à-dire courtier, mais jamais trader. Voilà la différence fondamentale et elle est énorme. Un trader, c'est quelqu'un qui achète et vend des actifs financiers pour profiter des mouvements du marché. Il risque son propre capital ou celui de son institution. Si le marché va contre lui, il perd de l'argent. Ce qui veut dire que sa compétence, c'est l'analyse, la gestion de risque et l'exécution. Alors qu'un broker, c'est un intermédiaire qui exécute des trades pour le compte de ses clients. Il gagne des commissions et des frais sur chacune de ses transactions. Que la position de son client soit gagnante ou perdante, il touchera sa commission quoi qu'il arrive. Donc sa survie dépend uniquement de sa capacité à convaincre les gens à intervenir sur les marchés. Donc la différence entre les deux est assez claire et je te la résume en une seule phrase. Le trader prend le risque tandis que le courtier fait prendre le risque aux autres. Jordan Belfort n'a jamais analysé un seul graphique ou même risqué un seul centime de ses propres économies. Son talent, son vrai talent, celui qui transparaît dans chacune des scènes du film, c'est la persuasion téléphonique. D'ailleurs, le film l'exprime très clairement avec une seule réplique dite par le mentor de Jordan. Personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Ce n'est pas juste une citation cynique qu'un random de Wall Street aurait pu sortir. C'est précisément la description exacte du métier de courtier. Leur job n'est pas de prédire le marché, mais de le vendre. Et c'est exactement pour ça que le modèle de Jordan était, sur le papier, indestructible. Quand tu es trader, tu peux perdre. Le marché peut te donner tort. Quand tu es courtier, chacune des transactions te rapporte une commission, que le client gagne ou perde. Belfort n'avait donc pas trouvé un secret pour battre les marchés, mais plutôt un modèle beaucoup plus rentable. Un modèle où il gagnait de l'argent quoi qu'il arrive. Sauf que Stratton Oakmont, la société qu'il finit par créer avec quelques-uns de ses amis, n'était pas qu'une firme de courtage ordinaire. C'était une machine à voler et sa mécanique était d'une ingéniosité terrifiante. Imagine une entreprise. Elle a un bon produit, elle veut grandir, mais elle manque de capital. Pour lever de l'argent, elle peut s'introduire en bourse. Concrètement, elle va vendre une partie d'elle-même sous forme d'actions au grand public. C'est ce qu'on appelle une IPO, ou Initial Public Offering, qui est l'introduction en bourse d'une entreprise. Le processus normal est alors le suivant. Une banque d'investissement analyse l'entreprise en profondeur, puis elle va fixer un prix d'introduction basé sur cette analyse. Ensuite, elle distribue les actions à des investisseurs réels qui croient en l'avenir de l'entreprise. Le prix de marché est ensuite déterminé par la vraie offre et la vraie demande. Et c'est un système totalement imparfait, mais aussi terriblement honnête. Maintenant, voici ce que Stratton Oakmont a fait à la place. Étape 1. Belfort et son cercle achètent en secret d'importantes parts dans des penny stocks. Les penny stocks sont juste des actions d'entreprises peu connues avec un prix très bas, souvent quelques centimes. Et le fait qu'elles valent si peu cher fait qu'on peut en acheter massivement avec très peu d'argent. Mais ça en fait aussi le terrain de chasse idéal pour de la manipulation. Étape 2. Les 1000 courtiers de Stratton Oakmont passent des milliers d'appels téléphoniques simultanés. Ils vendent ces actions à de potentiels clients, des retraités, des médecins, des artisans en leur promettant des rendements extraordinaires. Le script de vente est préparé par Jordan lui-même, puis fidèlement répété à tous les potentiels clients par ses employés. Des employés boostés à l'adrénaline par la devise mise en place par Jordan. Ne raccrochez pas tant que le client n'achète pas ou ne meurt pas. Étape 3. Les gens qui ont acheté les actions font grimper son prix. Même si elles n'avaient à la base aucune raison d'acheter ces actions, elles le font quand même parce qu'un vendeur très convaincant leur a dit
que c'était l'opportunité d'une vie. Étape 4. Au sommet, Belfort et ses associés vendent discrètement toutes leurs positions. Ils empochent la différence entre le prix d'achat initial et le prix artificiellement gonflé. Étape 5. Sans la manipulation active, le cours s'effondre. Les clients se retrouvaient avec des actions qui ne valent plus rien. Stratton refusait même de leur permettre de vendre. Les clients étaient littéralement piégés pendant que les insiders ne faisaient qu'encaisser. Résultat, plus de 200 millions de dollars volés à des milliers de personnes pendant des années. Et les actions de plus de 30 entreprises différentes complètement manipulées. Mais le cas d'école, c'est celui que le film montre sans jamais vraiment expliquer. L'introduction en bourse de Steve Madden. En 1993, Stratton Augment introduit en bourse Steve Madden Ltd, une banale marque de chaussures. Le prix d'introduction de base est fixé à 4 $ par action, ce qui, pour une entreprise avec un seul magasin et 2-3 chaussures tendance, est absurdément élevé. Mais voilà comment le système fonctionnait vraiment. La réglementation américaine contrôle beaucoup l'introduction en bourse des entreprises. Ça paraît compliqué, mais c'est juste une mesure pour limiter la manipulation de marché. Et comme tu l'as deviné, Belfort a tout simplement contourné l'ensemble des règles pour faire comme bon lui semble. Il y est arrivé grâce à un réseau complice appelé des flippers. Ces flippers recevaient des blocs d'actions et avaient des accords secrets pour les revendre immédiatement à Stratton à un prix légèrement supérieur. Ce qui fait que Belfort contrôlait en réalité plus de 50% des actions disponibles sur le marché tout en donnant l'illusion d'une large distribution. Le jour de l'IPO, le cours de l'ouverture est fixé à 4,5 $ et il a été pompé tout le long de la journée jusqu'à atteindre 18 $ par action. En seulement quelques heures, Jordan Belfort a empoché plus de 23 millions de dollars grâce à une seule entreprise. Steve Madden était lui-même impliqué dans le schéma et il a été condamné en 2002 à 41 mois de prison pour ça. Sauf qu'en ce qui concerne Jordan Belfort, il n'a pas été arrêté directement pour le même motif. Car ce qui a fait tomber finalement le loup de Wall Street, c'est quelque chose que le film montre mais que personne ne comprend vraiment en le regardant. Pour comprendre pourquoi il a été arrêté, posons un peu de contexte. La SEC, l'organisation qui régule les marchés financiers aux États-Unis, a alerté le FBI. L'agent spécial Gregory Coleman est assigné au dossier et il met 6 ans à démanteler le réseau et déclare plus tard « L'un de mes plus grands défis était de briser la loyauté de ses employés. Une fois que j'en ai eu quelques-uns, c'est devenu un effet domino. » Mais la percée décisive ne vient pas de la trahison d'un des employés de Jordan, mais plutôt de la Suisse. Pendant que Stratton Augment prospérait, Belfort était confronté à un problème classique de la criminalité financière. Et je vais te poser la question directement pour que tu puisses comprendre. Comment dépenser 50 millions de dollars par an sans attirer l'attention du fisc? Et la réponse est simple, blanchiment d'argent. En ce qui concerne Jordan, il était terriblement ingénieux sur ce plan-là. Pour ouvrir des comptes hors de la juridiction américaine, il utilisait le nom de sa belle-tante britannique Patricia Caridi. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce qu'elle n'est pas soumise aux mêmes obligations de déclaration lorsque l'argent entre et sort de ces mêmes comptes. Et en ce qui concerne l'argent liquide alors, écoute bien, je trouve ça hilarant. Il était physiquement scotché sur le corps des complices possédant des passeports suisses. Environ 300 000 $ par voyage transporté manuellement à Genève. Jusqu'en 1994. C'est une date importante parce que le banquier qui s'occupait des affaires de Jordan à Genève, qui s'appelait Andali, a été arrêté en Floride dans une affaire séparée de blanchiment lié au trafic de stupéfiants. La Suisse a donc gelé les 15 millions de dollars d'un coup dans un compte lié à cette affaire. Et pour négocier son accord avec la justice américaine, Andali a fait quelque chose qui a entraîné le fameux effet domino. Il donne Jordan au FBI. Les chefs d'accusation sont nombreux, mais les principaux sont la fraude boursière et le blanchiment d'argent. Jordan risquait jusqu'à 20 ans de prison fédérale, mais c'est alors là qu'il accepte de faire quelque chose de surprenant. Pour réduire sa peine, il porte un micro lors d'une rencontre avec son associé. Et en 1998, le FBI arrête finalement Jordan à son domicile alors qu'il s'apprête à emmener sa fille après une dispute de couple. Quoi? Vous avez de la visite? Va falloir vous habiller. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, putain? Vous allez en prison. Ok. Je vais aller m'habiller.
Alors, est-ce qu'au final, Le Loup de Wall Street est un film si incompris que ça? Pas exactement. En fait, tu as compris ce que le film voulait que tu comprennes. Il a été conçu, volontairement ou non, pour que tu admires Jordan Belfort. Mais il y a une dernière chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo. La vraie leçon du Loup de Wall Street, ce n'est pas ose prendre des risques. C'est plutôt méfie-toi de ceux qui te vendent du rêve sans jamais eux-mêmes prendre le moindre risque. Le courtier, lui, va toucher sa commission que tu gagnes ou non. L'influenceur va toucher ses revenus publicitaires que tu le veuilles ou pas. Le formateur en trading vendra ses cours que ses méthodes fonctionnent ou non. Jordan Belfort n'est pas celui qui a inventé ce modèle, il l'a juste poussé jusqu'au crime. Ce film n'a jamais été à propos du meilleur trader de Wall Street, mais plutôt du meilleur vendeur de Wall Street. Et le fait que tu aies vu la même chose que tout le monde, c'est exactement ce qu'il voulait te vendre.